Yofi, attends que j'enregistre là aussi. Yofi, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manito, on a le plaisir d'écouter le guide Ariel Assaf. Et ce soir, c'est une étude particulière puisque tu veux nous proposer la Haggadah de la Haggadah. Je ne sais pas ce que Voilà. ça veut dire, mais je suis sûr qu'on va tout comprendre grâce avec toi. C'était le truc de faire quelque Marhaban. chose. Voilà. Donc la Haggadah de la Haggadah, c'est l'histoire. Donc l'histoire de la Haggadah, parce que c'est un texte qu'on utilise tellement sans connaître un petit peu son histoire à travers l'histoire. Et la Haggadah, c'est un livre incroyable. Alors on va essayer de le découvrir ensemble. Je mets le diaporama. Et, OK. Bien. Donc, comme dit, on veut découvrir c'est l'histoire de la Haggadah. Je rappelle que la Haggadah, comme nous la connaissons, c'est quelque chose de très tardif. Parce que dans un premier temps, la Torah nous dit, le soir de Pessah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir en famille, il faut manger le Korban Pessah avec la matzah et des herbes amères, et puis raconter la Yetziat Mitzrayim. Donc on n'a pas besoin d'avoir un texte écrit, un texte canonique officiel qui nous raconte l'histoire comme elle est racontée. Chacun peut raconter la sortie d'Égypte. Après, quand on n'aura plus le Corban Pessah, alors on va écrire un texte et si vous voyez l'image qui suit, pardon, pas en retard, alors on va laisser la musique, pardon. Dans cette image-là, vous voyez à gauche le seder comme il était fait à l'époque du Beth Amikdash. Quant au centre de la table, vous voyez le Corban Pessah que la famille va manger. Non pas au centre de la, oui, au centre de la table, il y a aussi un plat derrière. Et à droite, vous voyez le seder comme on le connaît aujourd'hui, qui est centré sur un livre, sur la Haggadah. Donc aujourd'hui, on se retrouve en famille pour raconter une histoire qui est écrite dans un livre, alors qu'à l'époque, on raconte. Ceux qui veulent voir de quoi avait l'air le Corban Pessah à l'époque, vous pouvez aller chez les Samaritains. Bon, c'est pas tout à fait comme la halacha, mais ils prennent un agneau. Après avoir fait le sacrifice de l'agneau, ça prend quelques heures pour le faire cuire à la broche, quand c'est un agneau entier. Et après, ils le mangent en racontant une histoire. Il n'y a pas de livre devant eux. Le livre va après remplacer le Corban Pessah. Et on va essayer de connaître ce livre à travers l'histoire. Alors, il y a énormément d'exemplaires de la Haggadah. La Bibliothèque nationale en recense 8500 dans ses trésors, et c'est pas complet. Moi, j'en ai que quelques dizaines à la maison, mais c'est incroyable le nombre de Haggadot, et j'en ai mis trois là devant vous. À droite, vous voyez une Haggadah ancienne enluminée, écrite à la main et sur parchemin et enluminée. À gauche, vous voyez une Haggadah moderne, traduite et commentée, et en français, donc traduite en français et commentée, la Haggadah de la cinquième coupe. On en reparlera. Et au milieu, une Haggadah pour enfants. Mais on verra qu'il y a encore beaucoup d'autres sortes de Haggadot. Il y a des Haggadot avec des commentaires. La Haggadah d'un Rav, par exemple la Haggadah du Maharal de Prague, ou la Haggadah du Abrabanel, ou la Haggadah avec le commentaire plus moderne. Des Haggadot pour des communautés, la Haggadah des Juifs du Maroc, ou la Haggadah des Juifs d'Éthiopie. La Haggadah. Donc c'est incroyable le nombre et le sort de Haggadot qu'il y a. Et on va essayer un petit peu de suivre la Haggadah à travers les siècles. Donc voilà, la bibliothèque compte plus de 8500 Haggadot. Et je commence avec la première. La première est une des plus connues parce elle est très spéciale. C'est une Haggadah du XIIIe siècle on appelle la Haggadah des têtes d'oiseaux parce que tous les personnages sont présentés avec des têtes d'oiseaux. Ils ont sur la tête le chapeau juif de l'époque et à la place du nez, ils ont un bec d'oiseau. Et ça, c'est une Haggadah, bien sûr, à la main, puisqu'on est avant l'invention de l'imprimerie, et enluminée avec des scènes bibliques. Je vous en ai agrandi une pour donner un petit peu mieux l'idée de quoi il s'agit. Là, vous voyez une image de cette Haggadah où on voit ces têtes d'oiseaux. Ça, c'est un agrandissement d'une page de la Haggadah, mais on a que ça des scènes bibliques et on a les quatre fils, enfin toutes sortes d'illustrations de la Haggadah. Quand toujours on a ces oiseaux, donc le nom qu'on a donné à cette Haggadah, la Haggadah des têtes d'oiseaux.
Si on continue dans l'histoire, on a une Haggadah de Wolf. Bien sûr, c'est pas Wolf qui l'a écrit. Wolf en était le collectionneur, le propriétaire de cette Haggadah qui a été confisquée par les nazis en 1938, mais qu'on a retrouvée après la guerre. Elle a été restituée au peuple juif. Elle est aujourd'hui en exposition à la bibliothèque. Il y avait une cérémonie de restitution de cette Haggadah au peuple juif. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une des plus anciennes qu'on a, qui est écrite bien sûr à la main de nouveau sur clave, et elle a été écrite à Avignon. Donc elle est écrite dans le comtat vénétien, dans les États du pape, et c'est le Nusach des Haggadot des Juifs de France. Donc voilà, on a le Nusach de l'école des Talmudistes de Rachi, c'est quelques générations après, une Haggadah très ancienne qui vient d'Avignon, qu'on appelle aujourd'hui la Haggadah de Wolf. Et je continue avec la Haggadah de Rothschild. De nouveau, pas que Rothschild l'ait écrite, ni même les commandités. C'est une Haggadah du XVe siècle, mais elle était en possession des Rothschild, et elle aussi a disparu dans la Shoah et a été récupérée après, et une Haggadah très belle. Et j'ai amené ces Haggadot pour montrer que la Haggadah est un texte très, très enrichi par des images. C'est-à-dire qu'il y a deux textes où on a beaucoup de manuscrits qui sont avec des images. C'est la Haggadah de Pessah et la Megillat Esther. La Megillat Esther, c'est un rouleau que ne possèdent que les gens qui la lisent. L'Agada de Pessah, elle est dans chaque famille. Et bien sûr, je ne pense pas qu'une Agada comme ça, enluminée à la main et illustrée, écrite à la main et enluminée, pas tout le monde pouvait se la payer. C'était des gens qui pouvaient se la payer. Mais on a des très très belles Agadotes, comme de très belles Megillot. Mais là, on veut parler des Agadotes. Donc, on avance un peu dans les siècles. On a commencé au XIIIe siècle. On est maintenant au XVe siècle. Et on arrive toujours au XVe siècle, en Espagne cette fois-ci, à Guadalajara. Et c'est une Haggadah dont il ne reste qu'un exemplaire au monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première Haggadah imprimée. Alors regardez, 1480, on est juste avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui va avoir lieu en 1492, mais on est aussi juste après l'invention de l'imprimerie. Donc l'imprimerie est très vite arrivée chez les Juifs d'Espagne et qui imprime une Haggadah. D'ailleurs, c'est intéressant, il l'imprime en caractère d'imprimerie, en caractère pas à la main, c'est pas en Ktav Meruba, mais il y a pas de, pas, pas la ponctuation, ce qui est en général dans les Haggadot, elle n'est pas ponctuée. Et c'est un des témoignages de la richesse et de la vitalité du judaïsme espagnol à l'âge d'or, juste avant l'expulsion, quand ils sont déjà en train d'imprimer des Haggadot. La suivante que j'ai choisie, une Haggadah très connue, j'en ai un facsimilé à la maison, la Haggadah d'Amsterdam du XVIIe siècle. Et ce qui est très intéressant dans l'exemplaire originel, pas celui que moi j'ai à la maison, c'est qu'il y a des gravures sur cuivre dans la Haggadah. Et il y a à la fin une carte d'Eretz Israël. Ça, c'est pas classique dans les Haggadot. J'ai vu une carte d'Eretz Israël dans une Haggadah qui venait de Russie au XXe siècle. Mais ça, c'est déjà l'époque sioniste, quand on veut enseigner la géographie d'Israël aux enfants. Alors, on a mis une carte dans la Haggadah. Là, c'est une Haggadah d'Amsterdam et ils ont déjà mis une carte d'Eretz Israël. C'est intéressant parce que, je dis, la Haggadah nous raconte une histoire du passé, elle nous raconte la sortie d'Égypte. Mais il faut faire attention que la soirée du Seder est en fait divisée en deux. Dans la première moitié, on raconte la sortie d'Égypte. Dans la seconde moitié, on raconte la sortie de tous les galouillottes, ce que nous sommes en train de vivre à notre époque où Israël revient de tous les exils et reconstruit le pays. Et donc, dans cette Haggadah, il y a cette carte d'Eretz Israël. Je passe à New York au XIXe siècle. Et là, pour parler du fait qu'on commence maintenant à traduire les Haggadot dans les langues modernes. C'est-à-dire que dans le temps, les Haggadot qu'on connaît sont écrites en hébreu. On lit le texte, on le comprend ou on ne le comprend pas, mais on lit le texte original. Bien sûr, on peut toujours, et il faut raconter la sortie d'Égypte à la famille dans la langue qu'ils comprennent, mais le texte de la Haggadah nous est présenté dans sa formulation originelle, comme les Chachamim l'ont fixé déjà dans le Talmud, et après les ajouts qui sont venus à travers les générations. Et là, à New York, on commence à faire une traduction.
vous voyez que c'est marqué que in Hebrew, in English, c'est en hébreu et en anglais. Et c'est aussi pour le rite Ashkenaz et Sepharad, Custom of German and Spanish Jews. Donc il y en a pour tout le monde, en hébreu, en anglais, Ashkenaz, Sepharad, une Agada œcuménique qui est imprimée donc à New York au 19e siècle. 1837, c'est vraiment encore le début de la migration vers les États-Unis. La grande migration va être à la fin du siècle, après les pogroms en Russie. Mais déjà à New York, il y a une Agada, le Shon Angleterra, donc en anglais, pour les Juifs américains. Pardon, pour les Juifs qui habitent en Amérique. Je passe à l'Autriche en 1929. Ça, c'est déjà beaucoup plus proche de nous. Et déjà, là, on imprime des agadotes avec des images. Donc, c'est plus souvent le texte, comme on a vu avant dans l'impression. À l'époque, on écrivait à la main. Souvent, on ajoutait des enluminures. Au début de l'imprimerie, on écrit des caractères. Là, on imprime déjà des images, et même en couleur. Bien sûr, comme on le comprend, aujourd'hui, on pense que les Chacham Yoassev, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ce n'était pas à la maison. Si vous regardez l'image, il y a un petit problème, c'est que s'ils ont des grandes fenêtres où on voit le soleil briller, pourquoi avaient-ils besoin des Talmidim pour leur dire que le matin était arrivé? Apparemment, ils n'avaient pas de fenêtre, ils étaient cachés dans une grotte. On est en pleine révolte de Bar Korva. Mais bon, ça c'est la vue de l'artiste. L'artiste n'est pas obligé d'être un Talmid Chacham et il le dessine comme il le pense. Alors, je retourne en arrière 3 ans, j'ai une petite erreur de chronologie, mais c'est pas grave. On retourne en Russie en 1922, une Agada communiste. Et oui, il y a beaucoup de juifs dans le Bund et dans le mouvement communiste. Beaucoup ont lâché le judaïsme, mais certains se servent de la Haggadah. Certains n'ont pas lâché le judaïsme, et certains se servent de la Haggadah comme outil de propagande. Alors vous voyez le Yahatz, il faut séparer. Et donc on voit un juif orthodoxe qui coupe la matzah en deux. Mais l'illumination qui est à côté, Yahatz, on va séparer le prolétarium des propriétaires. Donc, vous voyez là sur l'échafaudage, sur le toit de l'usine, pardon, on voit l'usine avec les cheminées, on voit sur le toit de l'usine les ouvriers, et il marche sur le patron qu'il domine. Ça, c'est la lutte ouvrière, la lutte des classes qui réussit. Et à gauche, quand on fait Bdikas Rometz, la Bdikat Rametz, ben, on fait sauter le capitalisme. Vous voyez les capitalismes américains avec les hautes formes, etc. Et on les fait sauter, c'est ça l'abdicat Hametz. Il faut détruire le Hametz, et le Hametz, pour ces juifs communistes, c'est le capitalisme. Alors, on va voir quelque chose qu'on va beaucoup revoir après, ça c'est surtout au XXe siècle, que la Haggadah va devenir un outil de propagande. Dans les temps anciens, elle se contentait de raconter la sortie d'Égypte. Au XXe siècle, il y a des nouveaux thèmes qui sont abordés dans les Haggadot. Alors là, on a une Agada d'Eretz Israël, Agada Eretz Israël, qui vient de Jérusalem, 1923. Mais c'est déjà une Agada, c'est encore une Agada classique, mais humoristique. C'est-à-dire que, par exemple, les figures, quand on parle du Chacham, alors le Chacham, on parle des 4 fils dans l'Agada, le Chacham, le Racha, le Tam, Shem, le Lishol. Le Chacham, c'est le haut-commissaire anglais. Je ne sais pas pourquoi il est Chacham, j'aurais mis un juif à la place, mais enfin, eux ont choisi de mettre le haut-commissaire anglais de l'époque à la place du Chacham. Le Racha, c'est le haut comité arabe, le mufti de Jérusalem. Le Tam, celui qui est intègre mais qui n'est pas très pointu, c'est le Yishuv Hayashan, donc les juifs orthodoxes de Jérusalem qui sont là depuis déjà plus longtemps. Et celui qui ne sait pas poser de questions, c'est les Chalutzim. Alors, on pourrait se poser la question, parce que dans la Haggadah classique, le Sheno Yoda Lishol, c'est le bas de l'échelle. Le Chacham, le Racha, le Tam, et en bas, il y a le Sheno Yoda Lishol. Mais là, il justifie le fait que c'est les Chalutzim. On ne pose pas de questions. Nous, on a arrêté de parler. On travaille avec des actes. On construit, on défriche, on fait de l'agriculture. Donc, ils ont préféré s'identifier avec le Sheno Yoda Lishol, puisque c'est l'homme pas de la parole, c'est l'homme de l'action. Donc, c'est encore une Agada classique, mais une Agada avec déjà un relent de modernité dans les dessins et les commentaires. Si on va, ça c'est à Jérusalem, si on va à Tel Aviv, alors là, il se lâche complètement. Là, vous voyez la Haggadah de Tel Aviv, elle est de 1934.
elle fête les 25 ans de l'établissement de la ville de Tel Aviv. Et alors là, c'est carrément, il y a encore le texte original, mais il y a beaucoup de textes qui sont altérés et qui racontent l'histoire de Tel Aviv. Je vous ai amené un petit peu une image. Voilà, Vayasimu alenu saremissim, quand on parle du pharaon qui nous a mis des contrôleurs du travail forcé en Égypte. Alors vous voyez là le soldat anglais qui bat un juif. Euh, et quand vous voyez l'encadré en bas, c'est un peu dur à lire, je vais essayer de le lire. Vanitzak, Chai Vekayam et la Parlementa Briti. Donc on est allé se plaindre au Parlement britannique. Vanitzak el Vadat Amandat shel Chever Elumim. On est allé se plaindre au comité du mandat de la Société des Nations. Vaishma Wedgwood et Kolenu. Et le haut-commissaire Wedgwood a entendu nos plaintes. Vayar et Onienu, Zoparachat a certificatim. Il a vu qu'on se plaint parce qu'il ne donne pas assez de certificats pour la Aliyah, etc., etc. Donc, c'est déjà une transposition moderne du texte de la Haggadah. Et si vous regardez à gauche, alors c'est très intéressant parce que c'est un ajout qui a été ajouté par les Yakim qui arrivent d'Allemagne. On est, je rappelle, 1934. Hitler est au pouvoir depuis un an. Il y a des Juifs qui ont déjà compris. 1934, c'est vraiment le début le début des cris anti-juifs. Mais il y a déjà une organisation des Yekim, des Juifs allemands en Eretz Israël. Regardez ce qu'ils écrivent. Avadim hayinu le Hitler bemalchut ashlishit. Nous étions les esclaves de Hitler. Bayotzienu va'ad aplitim. Et l'organisation des réfugiés nous a fait sortir de là-bas. Be'erom u'v'choser kol. Sans rien, démunis de tout. Vehilu lo'tziotanu va'ad aplitim. Mais si la communauté des réfugiés ne nous avaient pas sortis, Mimalchut Teftonim de l'empire de Teuton, Are Anu Vavotenu Vesavototenu Ad Adam Rishon, Mishuabadim et nous le Seif Ari, nous serons les esclaves des Ariens. Je dis, et ça c'est en 1934. On va voir après ce qui se passe avec, au fur et à mesure que l'éclairisme va se développer et la Shoah. Alors, une Haggadah, c'est très bien pour lire à Pessah. Ça peut être aussi un très beau cadeau. Vous avez ici une Haggadah d'Eretz Israël avec relié dans du bois d'olivier, avec des dessins et des gravures. Et ça, c'est envoyé comme cadeau par un juif d'Eretz Israël qui envoie ça en 1937 à son neveu en Allemagne. Donc, je dis, c'est aussi important à le dire, la Haggadah, c'est un livre d'utilité, ça peut donc être un beau cadeau, et donc on les dessine, on les relie en bois d'olivier quand ça vient d'Eretz Israël, ou tout ce qu'on peut pour augmenter la diffusion. Bien sûr, le commerce est toujours là, mais c'est important de les voir. Et là, maintenant, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a 30 000 juifs d'Eretz Israël qui servent dans l'armée anglaise, une partie dans la brigade juive, mais beaucoup dans des unités régulières de l'armée anglaise, des fois dans des unités où il y a beaucoup de juifs. Et quand ils sont sur le front, ils ont besoin de Haggadot et ils s'écrivent des Haggadot. Et on a tout un éventail de Haggadot écrites, rédigées par les aumôniers les aumôniers juifs de l'armée anglaise. Alors là, on voit la Haggadah d'une unité de transport de l'armée anglaise et qui, elle, se trouve en 1942, pardon, elle se trouve en Égypte, juste sur les rives de la mer Rouge. Alors, c'est très symbolique d'écrire une Haggadah qui parle de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge. Bon, la mer Rouge, c'est pas tout à fait la mer Rouge. Aujourd'hui, on sait que la mer Rouge, c'est pas par là qu'on est passé. Il n'y a pas de logique à ce qu'on ait traversé la mer Rouge d'Eilat. On a traversé apparemment les lacs amers près du canal de Suez, mais ce n'est pas le sujet de ma conférence ce soir. En tout cas, cette unité de l'armée anglaise qui se trouve en Égypte, sur les bords de la mer Rouge, fait une Haggadah qui est très parlante, puisque ils comprennent qu'ils vivent un moment historique. Le peuple juif est retourné en Égypte, ils vont sortir pour entrer en Eretz Israël. Et donc, ils vont parler surtout de la libération de Tobrouk et des combats qu'ils ont menés en Afrique. Et il y a quelque chose de très intéressant. Comme ils sont dans le désert du Sinaï, et que là-bas, il y a Moïse qui va rencontrer Yitro, qui va aller au mont Sinaï, ils ajoutent quelque chose qui n'est pas dans les Haggadot classiques. Moshe aya roé et son Yitro, Moshe était garder les troupeaux de Yitro, son beau-père, et c'est le texte de la Torah qui ramène
qui raconte l'histoire, il garde les troupeaux et il est interpellé par Dieu au buisson ardent. C'est quelque chose qui est même contre la halakha, puisque la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit, vous savez que la Haggadah de Pessah, et c'est un des rares textes qui a entièrement oblitéré Moshe. Il n'y a pas de Moshe dans la Haggadah, on ne parle pas de Moïse, alors que c'est lui qui a tout fait. La sortie d'Égypte, les 10 plaies, on n'arrête pas de parler autour de Moshe, mais le nom n'est pas là. Et nouveau, ça c'est, les rabbins vont parler de la Haggadah, pourquoi et comment, mais là ils ont mis Moshe dans la Haggadah, ce qui n'est dans aucune autre Haggadah classique où Moshe n'est pas mentionné. La Torah, les Chachamim nous ont dit dans la Haggadah de dire que c'est Dieu qui nous sort d'Égypte, l'ol est des malach, l'ol est des chaliach, ce n'est pas par un envoyé, ce n'est pas par un ange, mais c'est Dieu lui-même qui est sorti d'Égypte. Ça c'est le motto de la Haggadah, et donc Moshe n'est pas mentionné, mais ces soldats qui se trouvent en Égypte et dans le désert où Moshe s'est promené se sentent le besoin d'ajouter Moshe dans leur Haggadah. Une autre compagnie, une compagnie du génie anglais en Italie, elle, écrit une Haggadah et interprète un peu les textes un peu comme ils le veulent. Vous savez qu'on a les 15 malot, Ilu otsenu mitzrayim velo harag et bchorehem, si Dieu nous a sortis d'Égypte, mais il n'avait pas tué leurs ennemis, leurs aînés, dayenu, ça nous aurait suffi, et comme ça on a les Chamesh Esrei malot tovot. Alors là, les malotes qu'ils ont mis, eux, Ilu shika otanu betoch habot, si Dieu nous avait fait plonger dans la boue, velo sipek lanu et à je ne sais pas, mefakrin, je ne sais pas ce que, enfin, ils adaptent par rapport à ce qu'ils leur vécu. Et vous voyez aussi que les images, on les voit sortir de la tente et patauger dans la boue. Après, on les voit sur leur lit de camp. Et donc, ils ont adapté un petit peu la Haggadah à leur vécu dans l'armée anglaise. Là, on a une autre compagnie de l'armée anglaise qui, elle aussi, fait sa Haggadah. Je dis, on a tout un éventail de Haggadot avec le soldat, vous voyez, son Magen David sur le casque qui rentre à Jérusalem. Et à gauche, vous voyez le menu d'une compagnie. C'est pas la même, mais c'est le menu d'une autre compagnie qui a fait un menu humoristique pour Pessah. Shulchan Aruch, Shulchan Horer du Pessah. Qu'est-ce qu'on va manger? Betsim, des œufs. Beshana Haba'a, Tnuva Sugalof. N'est-ce pas l'année prochaine? Des œufs d'Eretz Israël de bonne qualité. Dagim à la Léviathan. On va manger le Léviathan des Tzadikim à la Géoula. En fait, entre parenthèses, des sardines. Bassarov, la volaille, ben, il n'y en a pas. Les matzot, if transport available, on les reçoit. S'il y a des transports qui nous amènent la matzah à temps pour Pessah. Donc, c'est une façon humoristique, le repas qu'ils aimeraient manger à Pessah et le repas qu'ils vont en manger de fête. Euh, voilà, c'est vrai que je regarde en bas, pudding ou l'ail, peut-être du pudding, glida, la glace, halevai, si seulement pour avoir de la glace. Mais là, le sel, on aura même caché le Pessah. Donc, de nouveau, c'est un peu tourné en dérision, mais il faut se rappeler que c'est des soldats qui doivent garder le moral quand ils se battent très loin de la maison et qui font le seder sans leur famille. Là, on a une Haggadah qui vient d'Italie, de 1944. Euh, Pourquoi je l'ai mise? Je ne me rappelle plus ce qu'il y a de spécial dans cette Haggadah. Peut-être après, non, je ne sais plus. Et je reviens vers Eretz Israël. Alors, ce n'est pas seulement les Juifs qui se trouvent dans l'armée anglaise, mais en 1943, on voit une Haggadah qui est imprimée par le mouvement du Hashomer Hatzair. Hashomer Hatzair, le mouvement des kibbutzim, et mouvement de jeunesse de la gauche israélienne, fait une Haggadah mise à jour pour tous les membres du mouvement, que ce soit les kibbutzim, les mouvements de jeunesse ou ceux qui sont dans l'armée. Et dans cette Haggadah, effectivement, ils prennent en compte la Shoah, la guerre des Juifs d'Eretz Israël contre les Anglais. Mais tout ça, ça sert l'idéologie du Hashomer Hatzair, la lutte des classes et la libération du capitalisme et l'importance des pionniers. Donc, c'est une Haggadah et la soirée de Pessah, c'est la soirée de libération où chacun met ses idéaux et vers quoi il tend.
Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Haggadot modernes, de plus en plus, vont servir d'outil de propagande. On avait déjà vu la Haggadah des communistes. Là, c'est une Haggadah du Hashomer Hatzair. On en verra encore d'autres. En 1948, donc on est un peu plus tard, c'est déjà l'État d'Israël. Je ne sais pas si c'est... Non, Pessar Tachar, c'est juste avant l'État d'Israël. C'est pas le mouvement de jeunesse, mais c'est un village, Kfar Shmariaou, qui fait sa Haggadah. En fait, c'est un ajout. Vous voyez sur le titre, Vigata levincha tosefet Haggadah le Pessah livne Kfarenu. On a fait un ajout à la Haggadah pour les membres de notre village, pour à l'occasion de Pessah 48. Et comme là-bas, il y a beaucoup de juifs qui sont venus d'Allemagne, alors en fait, quand on parle que Dieu nous a sortis d'Égypte, il parle aussi de leur sortie d'Allemagne. Et il faut un peu de l'ironie sur leur situation avant qu'ils ne quittent l'Allemagne. Regardez ce qui est en gras. Bnei Chorim Hayinu, nous étions libres quand? Anachnu bnei Kfar Shmaya u'Kushel Hayom, be'eretz Ashkenaz. Nous étions des hommes libres en Allemagne. Socharim, nous étions des commerçants, nous étions des Orchedin, des avocats, des médecins, des écrivains, des artistes, mais nous n'avons pas développé notre propre culture, nous n'avons pas développé la culture qui était propre à notre peuple, nous avons abandonné les coutumes de notre peuple, nous avons étudié dans des écoles étrangères, nous avons oublié la langue de notre peuple, etc., etc. Donc en fait, ils font leur mea culpa la soirée du Seder en disant que voilà, maintenant ils sont en Eretz Israël et qu'ils reviennent à des valeurs juives, au Seder, que peut-être qu'ils ne faisaient plus en Allemagne parce qu'ils étaient devenus des Allemands israélites ou plus ou moins de confession israélite, plus ou moins. Et là maintenant, ils sont de retour à la maison vers une culture juive. Bon, je parle depuis déjà une demi-heure, on va mettre quelques notes de musique. Kiloi noe, kiloi yoe, kiloi noe, kiloi yoe, kiloi noe, kiloi yoe, kiloi noe, kiloi yoe. אדיר במלוכו, בחור תלוכו, גדודו ויאמרו לוי לכו ולכו, לכו גיל לכו, לכו אף לכו, לכו השם הממלוכו. כי לא ינועה, כי לא יורה, כי לא ינועה, כי לא יורה, כי לא ינועה, כי לא יורה, כי לא ינועה, כי לא יורה. On va continuer. Et j'étais passé déjà en 1948, mais je reviens maintenant, puisque j'étais en mode Eretz Israël, je reviens vers l'Europe et la Shoah. Alors, la Haggadah que vous voyez à droite est une Haggadah qui vient de Jitomir en Europe de l'Est et qui est brûlée dans l'autodafé que les Allemands ont fait quand ils ont monté au pouvoir et qu'ils ont brûlé les livres juifs ou d'intérêt juif ou écrits par des juifs. Et un juif qui va dans la rue voit cette Haggadah recouverte de neige, mais il se rend compte que parmi tous les livres brûlés, cette Haggadah n'a pas brûlé, il y a juste les coins du livre qui sont brûlés. Alors il la récupère, il la sèche parce qu'elle était mouillée de neige, et il la garde en témoignage de ce qui s'est passé. À gauche, il raconte justement cette histoire, Oud Mutsal Me'esh, et il raconte que Achar Shanatzim Yashmam Eru et Gvuratam Ve'elu ala Moked Riber Vavot Sfarim, après que les Allemands aient montré leur bravoure en brûlant des dizaines de milliers de livres, etc., etc. Donc il a trouvé ce livre et il l'a gardé au Le Kartim El Betil Le Mizkeret, et je l'ai emmené en témoignage chez moi à la maison, Berlin, dans l'hiver 1933, donc 1934. Si je vais vers la France, d'abord les Juifs arrivés, les réfugiés juifs sont arrêtés par la police française. Une partie sont internés au camp de Gurs près des Pyrénées. Vous voyez le camp de Gurs dans l'image et les Pyrénées en arrière-plan.
Et là-bas, ils font une Haggadah pour les gens qui sont dans le camp. À gauche, vous voyez le texte, c'est écrit à la main, mais avec les points et la ponctuation. Il y a quelques images. Et le rabbin Zbacher va aider un juif qui est dans le camp, qui se rappelle et qui écrit ça de mémoire. Il s'appelle Ariel Ludwig Zuckermann. Et le rabbin Capel va réussir à prendre le manuscrit et l'emmener à Toulouse pour en faire des copies à distribuer aux internés du camp de Gurs. Donc c'est une Haggadah qui nous vient de 1941 pendant un Shoah en France. Euh, à gauche, vous avez la dernière page de cette Haggadah avec la signature du Rav Ansbacher, avec la signature de ce monsieur qui a écrit la Haggadah. Et ça a été offert à un membre de l'OSE qui a aidé les membres du camp, Julien Samuel, qui l'a reçu, qui l'a donné après au musée. Et à droite, vous voyez la couverture de cette Haggadah qui a été imprimée il y a quelques années par Yad Vashem. D'ailleurs, c'est plus la couverture de la Haggadah d'Yad Vashem parce qu'ils ont fait une nouvelle édition élargie et encore et annotée. Donc, si vous voulez acheter une copie, un facsimilé de la Haggadah de Gurs, c'est nouveau, il y a une nouvelle édition à Yad Vashem. Euh, Ça, c'est une Haggadah écrite à la main par un juif qui se cache en Belgique. Ouais, ça s'écrit en cursive à la main par un juif qui s'en rappelle et qui a besoin pour sa famille qui est cachée. Et j'arrive aux 4 Haggadot de Machanaïm. Ça, c'est une histoire incroyable. Le texte qui est en dessous, connaissez-vous l'histoire de la Haggadah de la famille Ner, la Haggadah de Machanaïm? Yael David Touati raconte en détail à Daniel Haïk au micro de Kalita. Donc, vous pouvez chercher sur Internet, c'est là que j'ai trouvé. D'ailleurs, merci à Yael David, à qui j'ai téléphoné tout à l'heure parce qu'il manquait des photos pour cette Haggadah. Et elle m'a donné, j'avais cherché sur Internet, mais il y a tellement de matériel sur la Haggadah que j'étais passé à côté. Elle, comme elle a fait son doctorat sur ces Haggadot, juste elle voit les photos, elle me dit, ah, ouais, ben ça c'est une Haggadah, une photo de la Haggadah de Machanaïm. Donc, cette photo à gauche du juif errant qui revient vers Jérusalem, il sort de la noirceur de la galoute et il va vers le soleil qui brille à Jérusalem. Moi, j'ai vu ça, ça m'a pas fait tilt parce que je me rappelais plus de la Haggadah de Machanaïm, mais quand Yael David regarde dans le flot d'images de Haggadot, directement il dit, ah, là, tu as une photo de la Haggadah de Machanaïm, alors merci à elle pour m'avoir noté, et à droite, une page de la Haggadah. Donc l'histoire de la famille Ner est réfugiée à Lanteuil en Corrèze, et là-bas, ils vont écrire pendant les années où ils sont cachés 4 Haggadot, écrits par Albert Ner, pardon, Nathan Samuel qui écrit la Haggadah, et Albert Ner, le père qui fera les dessins. Et c'est intéressant, hein, Yael David a fait une conférence, je vous la conseille, peut être sur Internet, celle-là, j'en ai vu encore une autre, je crois. Oui, il en a fait l'autre est en hébreu, où elle explique justement l'évolution qu'il y a dans ces Haggadot. On passe du noir et blanc à la couleur, on passe dans la dernière Haggadah, il y a plus de soleil, et puis dans la photo de gauche, on voit Jérusalem sur la colline, puisque on sait déjà qu'on va vers la libération. Donc les Haggadot des Neher pendant la Shoah, 4 belles Haggadot qui étaient faites à usage interne pour la famille qui se cache en Corrèze, à Lanteuil, et qui ont été aussi après, plus tard, imprimées. Alors là, on arrive à une Haggadah sont incroyable, la Haggadah de Hitler, une Haggadah de Hitler, écrite au Maroc par Nissim Ben Shimon, Rabbi Nissim Ben Shimon, vous voyez, Simon Coiffeur, place du Général Beaumont, à Rabat. Il raconte en fait l'histoire de la Haggadah, mais l'histoire de la guerre de la Shoah, comme elle est connue en 1944. Et c'est écrit en judéo-arabe. Alors, vous voyez le texte là qui est Allahat Allah wahada kadadas kadadas. Je sais pas, c'est du judéo-arabe. En bas, vous avez une traduction. Gershom Mitzrayim, Asubaim Shvatim, Velakroumem et Tobruk, Verafochem à Tunisia. Donc, on les a chassés d'Égypte, on leur a infligé la défaite, on leur a pris Tobrouk, on les a poursuivis jusqu'en Tunisie, on les a poursuivis jusqu'en Sicile, on a détruit leur ville, on a ramené les Juifs dans leurs travaux, etc., etc. On a annulé le décret des Juifs, et les Juifs vont réintégrer leur poste, et ils ont voulu tous nous emmener en Palestine pour punir nos fautes.
Donc, très intéressant. La Haggadah de Hitler en judéo-arabe, à Rabat, au Maroc. Donc, on a toutes les époques des Haggadot incroyables. Et au XXe siècle, comme l'imprimerie n'est pas chère et tout le monde a accès à l'imprimerie, on peut écrire un tas d'Haggadot sur un tas de sujets. Et la Shoah a vraiment été une grande. Il y a tout un flot de Haggadot. On a parlé de Haggadot dans les camps à Gurs, des Haggadot chez les gens cachés, des Haggadot chez les Néers. Et ça, à Rabat, de nouveau pour raconter l'histoire de la Shoah. Alors là, je reviens vers un jeune garçon qui s'appelle Elimelech Landau, qui se cache. Et quand il se cache, il écrit une Haggadah. Il aussi fait un dessin pour la couverture. À gauche, vous voyez son manuscrit. Pourquoi, parmi toutes les Haggadot écrites dans la Shoah, par des gens qui se cachent, j'ai choisi celle de Elimelech Landau? Parce que Elimelech Landau va survivre. Et quand il sera en Eretz Israël, il va réussir à monter en Eretz Israël, à s'engager dans l'armée, dans la Haganah. Et Pessar de 1948, son unité est encerclée, elle est coincée à Ben Shemen. Ils vont réussir à s'en sortir, mais ils sont Pessah et ils ont un gros problème. Le ravitaillement, les matzot, ils vont les recevoir par parachutage parce qu'on ne peut pas accéder à Ben Shemen. Et donc, il écrit une Haggadah pour ses copains qui sont bloqués dans Ben Shemen. Et après, il l'imprime imprimé sur une machine et au stencil, il en fait des exemplaires pour pouvoir faire le seder à Ben Shemen de soldats qui sont encerclés par les Arabes. Je dis Pessah 48, donc on est quelques semaines avant la proclamation de l'indépendance. Là, vous voyez sa photo de Landau. Donc, déjà, une Haggadah dans la Shoah, écrite à la main, là où il se cache, et une Haggadah de Pessah en Eretz Israël imprimée. Donc, c'est un gars qui apparemment la connaissait par cœur, ou a mis la main sur un texte et a pu le recopier pour sa famille et ses gens qui se cachaient, et plus tard pour les soldats de son unité de la Haganah. Alors, on a énormément, comme on a vu j'avais montré plusieurs Haggadot des unités juives de l'armée anglaise. Bien sûr, on a des Haggadot des unités juives de la Haganah et de Tzahal. Donc là, vous avez une Haggadah du 3e régiment du Palmar en 48. C'est un régiment qui se bat dans le nord, en Haute-Galilée. Et ils ont des combats très durs à Metsudat Yusha. Aujourd'hui, il y a un mémorial là-bas. Et malheureusement, laissé beaucoup d'amis sur le terrain. Et c'est donc dans l'ambiance de ces combats de Nebi Yusha qu'ils écrivent une Haggadah. Eux, ils sont dans une situation très complexe. Ils viennent de perdre beaucoup de leurs copains. Et c'est dans cette optique qu'ils écrivent leur Haggadah. On a une Haggadah de Malé Hamisha. Malé Hamisha, c'est un kibbutz qui est sur la route de Jérusalem. Et là-bas se trouve la base de départ d'un des régiments de la brigade Harel, la brigade qui est responsable de la route de Jérusalem. Et là aussi, dans la Haggadah, il parle des pertes énormes qu'ils subissent. Oui, Nimouchan Saper B'Tzat Mitzrayim Halach Ma'ania, ça c'est le texte que vous connaissez tous de la Haggadah. Mais avant le début de la Haggadah, Al Dorenu Vayim Yishalu Banenu Efo Aitem Uma Asitem Bizman Hahu Nuchal la Bit Benehem Yeshirot le Saper Al Chelkenu Parashat Hageula. On pourra, quand nos enfants nous demanderont où étions-nous pendant ces jours d'indépendance, on pourra raconter qu'on était au premier rang, on était au front. Et l'histoire est terrible parce que ce régiment qui est au kibbutz Kiryat Anavim, ils partent et un des grands combats va être le combat de Nebi Samuel où ils vont laisser beaucoup de leurs amis. Et comme chaque fois qu'ils partent en mission, une partie ne reviennent pas, en fait, quand ils partent en mission, ils entendent le boum 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 de leurs amis qui sont déjà en train de creuser des tombes pour ceux qui ne reviendront pas. Et même pendant la nuit du Seder, ils sont partis en mission et ils entendent les copains qui sont en train de creuser des tombes. Juste de nouveau quelques notes parce que ça raconte toute l'histoire du début de l'État d'Israël. Boum 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 boum. Alaylon lon nanu. מכשיר כל היקום, ההר
אפל הרחוב שחור, העיר גוועת במצור, אין לחם אין כלום. בום 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 בום, הלילה לא ננום, נחצה בשקט את הכביש. J'arrête parce que je veux chercher sur le YouTube Krav Harel, la chanson de la bataille de Krav Harel. Et ça raconte justement qu'ils sortent, ils entendent les autres qui creusent des tombes, et c'est la nuit de Pessah. Donc une partie font le Seder, une partie se battent, et une partie sont en train de faire des tombes pour ceux qui ne reviendront pas, qui reviendront sur des civières le lendemain. Donc ça, c'est un peu l'ambiance de la Haggadah qui est écrite au kibbutz Katanavim. La Haggadah suivante, et en fait, c'est par cette Haggadah que j'ai eu l'idée de faire cette conférence. C'est une Haggadah que j'ai découvert il y a quelques années quand j'ai visité le kibbutz de Nitzanim. Nitzanim, c'est un kibbutz qui est tombé en 48. Et ses défenseurs ont été emmenés prisonniers en Égypte. Il y a un très bon film qui a été fait il y a 2 ans, qui raconte, s'appelle Tmunat Nitzachon, une image de victoire, qui raconte que les Égyptiens avaient besoin, en revenant quand ils sont allés vers Tel Aviv, ils ont contourné les kibbutzim qu'ils n'arrivaient pas à conquérir, Nitzanim, Yad Mordechai, Kfar Darom, et au retour, ils voulaient quand même montrer qu'ils ont une victoire, alors ils ont détruit ces kibbutzim. À Nitzanim, ils ont emmené les défenseurs en Égypte prisonniers, et ils ont fait une Haggadah, donc à Pessah en 1949, donc quelques mois après, donc 1 an presque après la proclamation de l'État d'Israël, quand ils sont prisonniers en Égypte. Et vous voyez les images, ce qu'ils rêvent de sortir de leur camp de prisonniers. Avadim Ainu le Pharaon Bemitzraim, donc c'est d'actualité pour eux puisque ils sont justement prisonniers en Égypte. Et donc c'est une Haggadah très belle qui est exposée au musée de Nitzanim, la Haggadah écrite sur le sol de l'Égypte par des prisonniers de guerre juifs du kibbutz Nitzanim. Maintenant, on arrive à une Haggadah qui est très spéciale, parce que c'est une Haggadah écrite par Tzahal, mais qui a été censurée. Aujourd'hui, après, elle était interdite à la diffusion, parce qu'en fait, pour le rabbinat militaire, c'est une hérésie. C'est une Haggadah qui, en fait, a entièrement, si on a parlé de Haggadot, qui déforme un petit peu, qui ajoute des commentaires humoristiques, qui parle des 4 fils, mais mettre la figure du haut-commissaire ou de mettre la figure du haut-comité arabe, mais ils ont laissé le texte de la Haggadah. Là, le texte de la Haggadah est carrément changé complètement. Et Haggadah Ta'atzmaut, il raconte en fait la Géoula, la guerre d'indépendance. Alors vous voyez les Juifs qui reviennent de la Shoah avec le Magen David sur le dos. Manishtana alayla zemikol alelot. Alors, la question, on la connaît. Manishtana, en quoi est différente cette nuit de toutes les autres nuits? Mais la réponse n'est plus la réponse de la Haggadah. Avadim Aïnou le Pharaon, nous étions esclaves du Pharaon. Mais Avadim Aïnou la Goyim, Kol Aratzot, nous étions esclaves soumis à toutes les nations dans tous les pays. Ou Bechol Amdinot, Mizrach Shemesh Maravo, Vayanu Otanu, Virdofo Otanu, Virdofo Praot. On a subi des pogroms, etc. À gauche, vous avez Baruch Hamakom Baruch Hu. Et là, on parle des 4 fils. Alors, le texte ici, Baruch Hu, Baruchim Achalutzim Arishonim Achronim, Baruchim Ashomrim Ameginim, bénis soient les pionniers, les premiers et les suivants, Baruchim soient les défenseurs d'Israël, Baruchim Alochamim, Vasapanim, les combattants, les marins, les pilotes, Baruchim Amovil Ashayarot, les conducteurs des convois vers Jérusalem et vers les autres villages assiégés, et les démineurs. Baruchim Raché Ha'am Waniga, Baruchim bénis soient les chefs du peuple, grâce à tous, nous avons réussi à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et de nouveau, vous voyez la suite, Vayir de Fou, Anashenu, Achar Knufiot, nous avons poursuivi les Arabes qui nous attaquaient. Ça raconte le siège de Jérusalem. À gauche, si la Haggadah parle des 10 plaies d'Égypte, alors eux, ils parlent des 12 plaies. Elou, Shtem Esrei Makot, il y a 12 plaies. Chez Biut Tzvaenu Atzava Haoyev, que nos armées ont infligé aux armées arabes. Miftza Narshom, Miftza Hiram, il parle des 12 opérations principales de la guerre d'indépendance. Kamamalot Tovot, la Makom Aleinu, quelles sont les bonnes choses que Dieu a fait avec nous. Ici, c'est marqué quelles sont les bonnes choses que l'armée a fait pour nous. Ilou Radaf Taoyev, la Sabosh Fatim, s'il avait poursuivi les ennemis sans les détruire, Dayenu, s'il avait fait détruire l'ennemi, mais n'avait pas
pris possession de ces fortins, ça nous aurait suffi. S'il avait pris ces fortins, mais il n'avait pas traversé les frontières d'Ayenu. Donc c'est entièrement, le texte de la Haggadah a été entièrement changé et dévié vers l'histoire moderne. Et ça, le rabbinat ne l'a pas accepté et cette Haggadah a été censurée et pas diffusée dans l'armée. Alors, on a après des moshavim, des kibbutzim, des villes qui font des Haggadot. Ça, c'est l'Haggadah qui raconte l'histoire de Miskeret Batia. J'ai à la maison l'Haggadah de Eretz Refer, des Mekrefer. Beaucoup de kibbutzim, de villes ont fait leur Haggadot qui racontent en fait, prennent comme base la Haggadah classique, mais ajoutent l'histoire de leur village. J'ai dit au départ qu'il y a beaucoup de Haggadot avec des commentaires. Alors, il y a les commentaires classiques, j'ai dit Abravanel, le Maharal. Vous avez aussi des commentaires modernes et aussi traduits en français. Là, vous avez le commentaire du Rav Zaks, la Haggadah avec le commentaire du Rav Hanan Porat. Donc, de nouveau, vous en avez des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Choisissez la vôtre. On a des Haggadot écrites par des organisations. À droite, une Haggadah de l'armée. Ça, c'est une ancienne, hein. Il y en a la plus moderne, la moderne, elle est avec beaucoup d'images. Et elle est très bien faite parce qu'elle explique aussi si jamais il n'y a pas de... Souvent, il y a des gens qui se proposent pour faire le CEDER dans les bases de l'armée, mais des fois, il n'y a pas et c'est l'officier en charge qui doit le faire. Alors, il y a marqué il y a toutes les instructions pour l'officier qui peut-être ne sait pas comment faire le CEDER, comment faire s'il ne sait pas ce qu'il faut faire. À gauche, vous avez une Agada qui a été faite par différents organisations étatiques. Là, c'est un Misra de Shivyon Chevrati. C'est le ministère qui s'occupe de l'égalité sociale. Donc, c'est une agada qui a été faite pour des Olim Hadashim, pour des personnes défavorisées, enfin, toutes sortes de cédères communautaires. Une agada pour enfants, ça, c'est l'explosion totale. Si c'est à gauche, une agada expliquée par le Rav Druckmann. Pour les enfants, à droite, une agada avec des images. Juste un petit conseil, si vous cherchez une belle agada pour les enfants, celle que moi je préfère, c'est une agada qui s'appelle Ma'afela Leora. Elle a des dessins qui sont extraordinaires et les gosses peuvent passer des heures parce que c'est plein de détails, énormément de détails. Elle est très très bien faite. Elle montre les diplés page par page. C'est pas tant une agada qui raconte la agada vraiment, mais elle raconte les diplés de façon extraordinaire pour les enfants. Ma'afela Leora. Là, vous avez des agadotes pour différentes communautés. Alors, à gauche, vous avez une agada en France, en judéo-arabe et en français. À droite, vous avez une agada yéménite. Au centre, vous avez une agada éthiopite. Donc, chaque communauté a sa agada. Comme j'ai dit, il y en a des centaines et des milliers. Mais je voulais raconter un peu l'histoire de ces agadotes. Et j'arrive à des agadotes plus modernes. Alors, là, maintenant, ce sont des agadotes qui ont un message qui veulent donner, en plus de la Haggadah classique, un message pour le Seder. Alors, à droite, vous avez la Haggadah du Machon Amigdash, qui, d'un côté, vous montre comment était Pessah à l'époque du Beth Amigdash, comme j'ai dit au départ, très différent du Seder que nous faisons, puisque le Seder était centré autour du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah, alors que notre Seder est centré sur la Haggadah. Et à gauche, vous avez une Haggadah de Rav Binyamin Kahana, Hashem Yikom Damo, qui lui parle de Geoula moderne et des combats qui restent. Et je l'ai amené parce que c'est une Haggadah dont je me sers parce qu'elle elle parle de la cinquième coupe, je vais tout de suite y revenir. Alors, vous avez aussi une Haggadah plus moderne parce que le Seder est une des fêtes les plus fêtées par toutes les branches de la société juive en Israël et ailleurs, même si on est plus religieux ou moins religieux. Donc là, il y a des dessins, une Haggadah israélite, dessin de Kishka. Et là, on a un très beau un dessin que j'aime beaucoup parce que la rencontre entre nos ancêtres qui sortent d'Égypte et à droite, nos co-religionnaires qui vont en Égypte fêter la fête de Pessah. Ça, c'est une des choses incroyables de notre époque. D'abord, c'est les Juifs qui pensent que Pessah, c'est le moment d'aller faire le Seder en Croatie, en Grèce, en Italie, en Suisse. Il suffit d'ouvrir les anonymes de Shabbat et voir toutes les propositions d'hôtels super cachers, Méadrine, pour faire la Haggadah en dehors d'Eretz Israël quand on est en Eretz Israël. C'est à peu près la même logique que d'aller faire Rosh Hashanah à Ouman. J'arrive pas à comprendre. Bon, il y a des juifs qui pensent que c'est comme ça qu'on fait la fête, mais alors à Pessah, c'est spécial. Bon, je sais pas si cette année, c'est des milliers de juifs qui vont faire le Seder dans le Sinaï. Euh, bon, d'accord. Et je reviens à la Haggadah, cette Haggadah que j'ai montrée tout à l'heure, qui est en français, la Haggadah de la cinquième coupe. D'ailleurs,
il y a un commentaire de Manitou, on est un cours sur Midrash Manitou, donc il faut le rappeler. Il y a une introduction de Rav Léon Ashkenazi de Manitou, une introduction du Rav Shlomo Goren, du Rav Tzvika Cohen, il y a des illustrations de Moretti. Euh, mais ce qui est très important pour moi, c'est la Haggadah de la cinquième coupe. Vous savez que le Seder, il est sous le signe du 4. Il y a 4 questions, il y a 4 fils. Beaucoup de choses vont par... Il y a 4 coupes de vin. Mais en fait, il y a 5. Je suis y arrivé. Parce que tout le 4 est basé sur ce qu'on appelle Arba le Shon Shel Geoula, les 4 euh, qualificatifs de la Geoula, quand Dieu dit à Moshe en Égypte, Votzeti etrem, Vitzalti etrem, Vegalti, Velakarti, je vous sauverai de l'esclavage, Vitzalti etrem, je vous sauverai de l'Égypte, Votzeti, je vous sortirai d'Égypte, Velakarti, je ferai de vous mon peuple, mon Sinaï. Mais on oublie qu'il y a un cinquième verset, Veveti etrem el Haaretz, je vous amènerai vers Eretz Israël. Et donc, en fait, c'est pas 5, c'est pas 4, c'est 5. Alors, il y a 5 Leshonot Shel Geoula dans la Torah. Effectivement, si on cherche dans la Gemara, il y a une cinquième question du Manishtana, parce qu'il y a une question qui était posée à l'époque du Beth Amikdash sur le Korban Pessah qu'on a sorti, on a mis une autre question à la place. Mais il y a 5 questions. Il y a 5 fils. Elie Wiesel parlait du cinquième fils, le rabbi de Lubavitch parlait du cinquième fils, celui qui ne vient pas au Seder. Malheureusement, c'est aujourd'hui une situation qu'on connaît. Il y a le fils qui ne vient plus au Seder, mais c'est quand même un fils. Il faut voir comment lui parler. Donc, il y a 5 fils, et donc il y a 5 coupes de vin. Et c'est déjà marqué dans la Gemara qu'il y a 5 coupes de vin. Pas tout, c'est pas l'opinion qui a été retenue par la halacha, mais c'est une opinion qui existe. Et le Rav Shlomo Goren disait que oui, maintenant on revient à la Géoula, on revient à Israël, il faut revenir à ce cinquième vers. Et cette Agada, commentée par Manitou, parle, l'Agada de la cinquième coupe, du fait qu'il y a une cinquième coupe de vin au Seder. Et donc moi je prends des Agadotes où la cinquième coupe est marquée pour me rappeler où il faut la boire, où on boit la quatrième, où on boit la cinquième. Oui, il faut revenir. Et je termine par quelque chose qui est absolument incroyable. Vous avez à droite donc les versets qu'on lit qui sont la base de la Haggadah, puisque la base de la Haggadah, c'est basé sur ce qu'on disait quand on amenait les bikurim, les prémices au Beth Amikdash, à partir de Shavuot, mais pas à Shavuot. Quand on a des prémices, à Shavuot, il n'y a pas encore des prémices du raisin, il n'y a pas encore d'olive, ce sera plus tard dans l'année. Mais quand on a les prémices, les premiers fruits dans chaque catégorie, on va au Beth Amikdash les amener. À Shavuot, à Pessah, on a l'orge, à Shavuot, on n'a que le blé. Après, on aura les fruits des arbres, etc. Et alors, il est marqué qu'on prend ces fruits, on vient au Beth Amikdash, et Vanita Vamarta, Lifnei Hashem Elohecha, Arami Aroved Avi, on dira, mon père était un araméen. Bon, je rentre pas dans les explications, il y a beaucoup de façons d'expliquer. Bayered Mitzrayim, il est descendu, mon ancêtre est descendu en Égypte, il habite Vayogor Sham Mitemead, Vayisham le Golgadol, et si vous vous rappelez la Haggadah, chaque terme est expliqué. C'est le Midrash qui explique chacun des termes du verset. Seulement, on oublie qu'il y a un dernier verset, Vayevienu la makom hazeh, Veten lanu et haaretz hazot, eretz zabat chalav udvash, et nous a amené vers cet endroit, il nous a donné ce pays, un pays où coule le lait et le miel. Ve'ata, et maintenant, hine veti et reshit pri adama, j'ai amené les prémices des fruits de ma terre, asher natata li Hashem, que tu m'as donné Dieu, et tu les mettras devant Dieu, et tu te prosterneras devant Dieu. Donc ce Vayevienu la makom hazeh n'est pas expliqué dans la Haggadah. La Haggadah parle de 4, elle parle de 4 légendes chez le Géoula. J'aurais dû le mettre en gros, je l'ai pas mis. Et le Vayevien n'est pas expliqué. Et il y a un rabbin, le Rav Mishlov, vous voyez à gauche, il a fait une Hashlama à la Haggadah, un complément de la Haggadah, comme moi je lis chez moi. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre maintenant Vaïbénou la Makomazé, il va le compléter dans le même style que la Haggadah. Vaïbénou la Makomazé, Ze Bet Amikdash, כמו שנאמר, להיות עיניך פתוחות על הבית הזה יומם ולילה. דבר אחר, ויבנו למקום הזה, אתה מוצא ביעקב וכולי. דבר אחר, ויבנו למקום הזה. ויתן לנו את הארץ הזאת, מלמד שחפץ בנו השם, כמו שנאמר, אם חפץ banu. C'est dans le même style que les Midrashim qui expliquent les 4 premiers versets. Il continue avec ce verset et je pense qu'à notre époque, c'est important de se rappeler la sortie d'Égypte, mais se rappeler aussi la sortie de tous les exils. D'ailleurs, la Gemara le dit que c'est d'abord marqué dans Yeshayahu.
qu'on dira, on remerciera Dieu qui a sorti Israël, Meretz Safon, Mikol Aratzot, de tous les pays du monde, et que ça supplantera peut-être même Yetziat Mitzrayim. On n'est pas encore à supplanter Yetziat Mitzrayim, mais il faut parler de cette sortie d'exil incroyable qu'on est en train de vivre. Malheureusement, cette année, c'est un petit peu compliqué parce qu'on vit des choses difficiles, mais justement, on a vu que les Haggadot ont été écrites dans la Shoah, les Haggadot ont été écrites dans des situations très difficiles de pogrom, etc. Et la Haggadah, c'est aussi le cri d'espoir. Alors, c'est l'espoir du peuple d'Israël. Et l'espoir, c'est ce qui nous permet, la émouna qu'on a, qu'on va de l'avant et que de cette guerre aussi, on sortira grandi. Alors, on fera un seder très joyeux dans lequel on remerciera Kadosh Baruch Hu de la sortie d'Égypte, de la sortie de l'exil de toutes les nations, les remerciements pour les guerres qu'on a gagnées et pour la guerre qu'on va bientôt gagner. Et je pense que c'est important justement de restructurer la Haggadah. Et on a vu que beaucoup d'Haggadot élargissent le thème et voilà, je voulais proposer un petit peu, d'abord parler un petit peu des Haggadot à travers les siècles et présenter aussi des Haggadot et présenter des Haggadot plus modernes qui racontent un peu notre époque avec cinq coupes, avec des compléments, des choses qui n'ont pas été dites dans le passé parce que ce n'était pas la situation dans laquelle on est, mais la situation a changé. Voilà. Alors, j'ai fini le diaporama, je l'ai coupé. Je vais remettre possibilité d'ouvrir les micros que j'avais coupés avant. Et je vois qu'il y a aussi un chat. OK. Ah, quelqu'un m'a écrit, Yoela, est-ce que j'ai entendu parler de la Haggadah cette année écrite par le Rav Law, Myriam Peretz, Chaim Levin et Rita? Non, je n'ai pas entendu parler. Je serais content que tu nous en dises deux mots. Yoela? Bon, si quelqu'un d'autre veut réagir, je te ouvre le micro, Yoela. Non, elle ne veut pas. Je recoupe le micro. Je vois que Léa a ouvert un micro. Non, c'est juste un micro qui fait du bruit. S'il vous plaît, la Haggadah n'est donc pas un texte canonisé Si. La Haggadah, il y a le texte qui a été de la Mishnah, oui. qui a été accepté par les rabbins au cours d'histoire, mais c'est vrai qu'il s'est énormément développé. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des textes qui viennent de la Mishnah. La Mishnah dit qu'il faut dire Pesach Matzah Maror. Ça, c'est cité dans la Mishnah. Kol mi shelo amar shloshet dvarim ele metzah lo etza. Donc, ça, la Mishnah dit qu'il faut dire Pesach Matzah Maror. Après, le fait qu'il faut raconter l'histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua qui font le Seder Bnei Brak, la Gemara nous raconte qu'ils ont fait le Seder. Elle ne nous dit pas de dire voici qu'ils ont fait le Seder. Ça, c'est après Chachamim qu'ils ont fixé un texte de la Haggadah, mais on voit que des choses ont été ajoutées. Tout ce qui vient à la fin, Chad Gadia et les Piyutim qui sont à la fin, le Chad Gadia date du Moyen-Âge. Donc il y a eu des ajouts dans la Haggadah. Et je ne dis pas de ne pas dire la Haggadah officielle. Je dis que mais on peut et je pense qu'il faut la mettre à jour. Moi, il y a quelques années, je faisais le Seder et mon fils aîné était chez nous. Il m'a dit, papa, stop. Il y avait aussi encore mes parents, Zichrono Livracha, qui étaient là. Et mon fils aîné m'interrompt dans la Gada. Il dit, OK, on a entendu. Maintenant, je veux que Saba et Safta nous racontent leur histoire dans la Shoah et leur allié en Eretz Israël. Donc, effectivement, ça fait partie de cette histoire du peuple juif qu'on raconte à Pessah. On n'est pas obligé de rester. Je ne pense pas qu'on n'est pas obligé de rester dans le passé. Je pense que rester dans le passé, c'est une grave erreur. Ouais. Mm. OK. Ariel, tu parles de en traduction. Oui. Je t'enverrai une photo. Il y a la Haggadah qui a été traduite c'est en Tunisie, en français et en judéo-arabe. Mon Oui, grand-père, d'ailleurs, lisait en judéo-arabe aussi. oui, j'en ai trouvé. J'ai encore dans le diaporama une vingtaine de Haggadot que j'ai zappé parce que pour rester dans le cadre horaire qui m'est fixé. Si on va sur Internet, il y a des centaines de Haggadot et même certaines, celles où il n'y a plus de droit d'auteur, on peut carrément les voir et les feuilleter en ligne. La Oui. Haggadah en judéo-arabe de Tunisie et de David Berda, David du rabbin Berda, oui. David Berda. Oui, 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 je l'ai connu, je l'ai bien connu.
moi Ouais. aussi. J'en ai trouvé une à la Gnisa, ici à Dolev, quelqu'un met la Gnisa, donc j'en ai une à la maison. Mais je ne sais plus si elle est tunisienne ou pas, je ne sais pas de son d'où elle est. Et dans la même veine, je ne sais pas si tu as vu ce livre-là, Megillat Megillat Hitler. Oui, j'en ai parlé. Hitler. J'en ai parlé. Oui, Megillat Hitler, Botswana africain. J'en ai parlé. Ouais. C'était écrit à Rabat au Maroc, j'en ai parlé. Ah, c'est de là que tu parles de la Megillat Hitler. Attends, je sais pas, je croyais que c'était Haggadah. Megillat Hitler, c'est très intéressant Ah, ça. ils l'ont appelé Megillat Hitler, mais c'était Agadat Hitler. Ok. Ah, d'accord, d'accord. Pourquoi elle a été appelée Haggadah de Hitler? Mettre, associer le Haggadah avec... Justement, elle veut raconter, elle est déjà en 44 quand les Allemands ont été chassés d'Afrique du Nord et donc elle raconte une délivrance. Donc oui. j'avais cité qui raconte dans les Nissim, on les a chassés de Tobrouk, on les a chassés de Sicile, on les fait se retirer. Donc c'est dans le cadre d'une fête de Géoula, on voulait marquer la Géoula Oui, c'est un peu choquant quand même d'associer ce nom. D'accord. Et tu parlais du cinquième fils. Oui. Il y a le docteur rabbin Eli Botbol qui a écrit un livre sur toutes les fêtes. Et je lisais la semaine dernière, justement, le cinquième fils. Il dit ça, le cinquième fils, c'est celui qui a disparu. Les 10 tribus, les gens qui se sont assimilés, etc., etc. Ce sont les gens qui sont partis, quoi, qui sont pas là. C'est ce que disait Elie Wiesel. Ouais. Rabbi Lubavitch lui disait que le cinquième fils, c'est le fils qui ne veut pas venir au Seder. Chacun peut Mhm. le voir où il est, mais c'est vrai qu'il y a encore, il y a plus que les quatre fils. Et on Ouais, peut ouais, élargir le cadre des quatre fils pour rester dans la thématique du 5. ouais. Ah là là. Mhm. Ok. Alors, Chag Sameach à tout le monde. Chag Je Sameach. vois que Hannah a ouvert son micro. Tu voulais parler, Hannah? Ah, j'ai ouvert mon co. Non, non, je voulais dire que c'est toujours extrêmement enrichissant d'écouter tes conférences. Excuse-moi, j'ai la voix enrouée. Voilà, mais j'arrive toujours pas à poser des questions parce que je bois les paroles et je lis le texte en même temps que je les entends. Alors, voilà, c'est ça qui était intéressant. Pour moi, c'est toujours formidable. Chag Sameach. Voilà. Ok. Miguel, on demande sur le chat, Oui. est-ce que tu as entendu parler du nouvel Agada avec Ouais, le le Rav Rav là. Lao, Myriam Pérez? Je dis, Yoël a parlé d'une nouvelle Agada de Miriam Pérez. Je ne connais pas, j'ai demandé. Yoël est sur le. Elle a quitté Elle le. peut pas parler, c'est là. Bon, c'est bien. Ah non, Trop vrai. je ne connais pas cette Agada. Mais c'est vrai qu'il y a chaque année de nouvelles Chaque Agadotes. année, il y en a des nouvelles, Baruch Hashem. Pardon. Je dis, il y a des Agadotes, effectivement, qui sont plus adaptées, à mon avis, à ce qu'on vit. Et de façon générale, là, déjà, la Gemara a dit que, d'ailleurs, si on regarde la Haggadah officielle qu'on a chez nous, faites attention, et vous voyez que le Hallel est coupé en deux, une partie avant le repas, une partie après le repas, parce que la première partie du Hallel dit Hallelu Avde Hashem, Hallelu Avde Hashem, Bezet Israël Mimitzrayim, quand Israël est sorti d'Égypte, alors que la fin du Hallel va nous parler de la Géoula qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que déjà, Chachamim on coupait la Haggadah en deux. Il y a une partie, avant de manger, on parle de Pesach Mitzrayim. Après le repas, on parle de Pesach Latid. Il y a un très beau piout qui est dans le Marzor Ashkenaz, où c'est une phrase. Il s'est passé ça et ça, Pesach Mitzrayim, c'était le Pesach en Égypte. Il se passera ça et ça, Pesach Latid. Et on met en parallèle les deux. C'est très important de ne pas rester bloqué dans le Pesach du passé. Bien sûr qu'il faut le raconter, mais déjà à l'époque, en Pologne ou en Allemagne, on lisait un Pessah Latid. Alors nous qui vivons maintenant ce Pessah Latid, qui n'est plus Pessah Latid, qui est un Pessah d'une réalité présente, bien sûr qu'il faut en parler à Pessah. Je pense que ça sera bien devrait dire que Kol Mi Shelo Amar Pessah Matzah Maror Tfilat Hamdina Lo Yatsa Yedei Chobato. Super. Chazak Baruch, Chag Sameach. Ok. Alors, Pessah Sameach à tout le monde. Je Ouais, m'excuse de ne pas dire Pessah Kasher B'Sameach, mais mon rabbin disait qu'on ne dit pas Pessah Kasher B'Sameach. C'est quoi?
C'est qu'on soupçonne les autres de faire un Pessar pas cachère. C'est quoi? On dit Pessar sa mère, comme pour toutes les fêtes. C'est bien. Ken. Dixit le Rav Zeni. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci, Ariel.